Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors cette vidéo est liée à l'Assemblée Générale de la Fédération, Assemblée Générale 2019, qui aura lieu le 7 décembre à Bordeaux. Et l'objectif, c'est de faire le point sur l'activité de la commission roller hockey. Le principe de cette vidéo, c'est de vous présenter l'activité de la commission roller hockey et de vous inviter donc à vous rapprocher des grands électeurs qui seront présents à l'Assemblée Générale pour poser vos questions et faire remonter vos remarques. Le temps qui sera dédié à la présentation du roller hockey pendant l'Assemblée Générale ne sera qu'un temps de questions-réponses. Donc l'objectif, c'est vraiment que cette vidéo soit partagée, soit vue, et que les grands électeurs puissent se saisir de tous les questionnements et les remarques que les personnes visionnant cette vidéo peuvent avoir. Alors, du coup, les destinataires sont les présidents et les présidentes de clubs, les responsables de commissions régionales et départementales de roller hockey, bien évidemment les grands électeurs, mais aussi tous les acteurs de notre sport. Pour faire un point sur la commission, donc je vous présente les membres de la commission. C'est vrai que la commission, c'est un groupe qui est très vivant, avec des personnes qui s'en vont, qui reviennent. Donc les derniers entrées sont Anna Lo, Gérard Desroches est avec nous depuis très longtemps, Élodie Labreux nous a rejoint, ainsi que Jean-François Proux il y a, euh, il y a quelques mois. Alain Rage est là depuis quelques années maintenant. Fabien est là depuis le début de la création de la commission. Christophe nous a aussi rejoint et reparti pour nous rejoindre. Et la personne qui revient, c'est François Touret. Voilà. On travaille en collaboration avec la DTN, Bernard Segui, Eric Perraudin. Les pôles de l'arbitrage sont gérés par Johan Labreux. Hugues Hornbeck a souhaité prendre un peu de recul par rapport à ses engagements dans la commission, mais reste un consultant sur la réglementation liée à l'arbitrage. Et c'est quelqu'un qui reste voilà, très précieux sur ces sujets-là et travaille avec Johan. Pour tout ce qui va être désignation CCD Carpentier, c'est Hugo Rebuffet qui prend en charge ces sujets et ces projets. Et la communication à la fois pour la Ligue Élite et pour la commission est assurée par Wissem Jobert. Pour revenir sur les sujets de 2019, donc on a effectivement traité des sujets d'organisation de la commission, puisqu'on a connu des départs, il a fallu remplacer, former des nouvelles personnes. On a traité des points de budget, de gestion courante de la commission, et puis on a bien sûr géré les championnats, proposé des ajustements de ces championnats, on a géré la CCD, l'arbitrage et la Coupe de France, qui sont vraiment des sujets sur lesquels on a fait évoluer les choses. Alors la manière dont on fait évoluer les choses, c'est vrai qu'on utilise des méthodologies agiles, donc on essaye d'élaborer, de tester, d'échanger et d'apprendre des choses que l'on fait, avec des cycles très courts d'ajustement dans nos manières de travailler. Et puis on délivre nos projets au fur et à mesure, de manière à toujours pouvoir apprendre et ajuster. On reviendra sur l'apport positif de ces méthodologies dans la manière de gérer l'activité du roller hockey. Ça nous demande effectivement des coordinations toutes les semaines, puisqu'on a un call de coordination avec le service compétition tous les mardis. On s'appelle entre nous tous les jeudis, on fait un point de commission. Et les vendredis de octobre à avril, on organise un point pour organiser la Coupe de France. On voulait faire un rappel sur toutes les communications que la commission peut avoir vis-à-vis des clubs et des adhérents. Alors il y a des notes d'information qu'on publie régulièrement sur Facebook et sur le site. Et puis on a réalisé des vidéos, alors une pour l'AG 2018, fin 2018, pour présenter le cadre de la réorganisation de la commission. On a fait une vidéo en juin 2019 pour parler d'arbitrage et des dépenses de l'arbitrage et parler du travail autour de la nouvelle approche budgétaire. Et on a réalisé des vidéos liées à l'activité autour des règlements, des U22 et des réserves. Toutes ces vidéos sont disponibles avec l'URL qui s'affiche à l'écran. On vous présente tous les résultats de la saison 2018-2019. Donc en senior masculin, la Ligue Élite a été remportée par les Fous du Bitume de Villeneuve. Le champion de France de National 1 est Anglette, les Hardzac. Les Jokers d'Aubagne sont champions de France en National 2. Les Frelons de Vars, champions de France en National 3.
En senior féminine, les Phénix de Ris-Orangis sont championnes de France en National 1 et Cherbourg-Caen en entente sont championnes de France en National 2. La Coupe de France masculine a été remportée par les Fous du Bitume de Villeneuve et la Coupe de France féminine a été remportée par les Halls de Sénaux Lyon-Vars. En jeunesse, l'Entente Villeneuve-Tours collégien est championne de France en élite U22. Les Rapaces de Reims sont champions de France en excellence U22. L'Entente Villeneuve-Aubergenville est championne de France U19. L'Entente Rouen-Saint-Pierre, championne de France U17. L'Entente Lyon-Montchavin, championne de France U15. Et en ce qui concerne la Coupe des Ligues, les vétérans a été remportée par la Ligue Normandie, la Coupe des Ligues U17 filles remportée par la Ligue Aura et la Coupe des Ligues féminines U15 remportée par la Nouvelle-Aquitaine. On regarde les résultats européens maintenant. Alors c'est vrai que les résultats européens sont toujours intéressants parce qu'ils sont un bon baromètre de la place de la France dans le monde du roller hockey. Alors Garges est vainqueur de l'European League. Ris-Orangis finit deuxième de la Women European League, les Halls finissent troisième de la Women European League. En Coupe d'Europe des Nations U18, la France finit troisième et donc championnat d'Europe, pardon pas Coupe d'Europe, championnat d'Europe des Nations U18, la France finit troisième et en championnat d'Europe U16, la France finit deuxième. Ce qu'on remarque effectivement, c'est que l'Espagne confirme son rang dans le hockey féminin en remportant la Women European League, que la France est à la tête de l'Europe depuis de nombreuses années en Coupe d'Europe des clubs masculines, et que la France se classe derrière la République tchèque dans les championnats d'Europe, et on note effectivement l'arrivée de la Slovénie qui finit médaille d'argent en U18. En ce qui concerne la Ligue Élite, c'est une vitrine pour le roller hockey français. Donc la Ligue Élite, on l'approche avec une volonté de développer une relation communautaire avec un engagement auprès de nos fans. Donc sur la saison 2018-2019, on utilisait Live Arena avec entre 150 et 800 vues par match. Le site ligueelite.fr compte 20 000 visiteurs uniques sur l'année, donc on est vraiment sur un engagement unique avec 36,5% de ces personnes qui nous rejoignent hors de France. Il y a 130 000 minutes de vidéos vues sur nos highlights Facebook, avec une augmentation du nombre de nos followers, donc des personnes qui nous suivent sur Facebook, de 23%. On a une communauté Instagram qui a augmenté de 65% par rapport à la saison d'avant. Et la communauté est composée de personnes qui nous regardent à 43% hors de France. Donc c'est vrai qu'on se constate avec la Ligue Élite, c'est que l'audience s'internationalise. Il y a une croissance avec une internationalisation du suivi de la Ligue Élite. Et c'est une vraie satisfaction de voir que ce produit aujourd'hui devient une référence mondiale. Si on regarde le budget de la commission sportive, en tout cas les résultats budgétaires sur l'année 2018-2019, on sort avec un excédent de 29 617 euros, avec 360 051 euros de charges et 389 668 euros de recettes. C'est mieux que 2016-2017 et 2017-2018, et on voit que l'apport de la CCD est quand même important, puisqu'il est d'un peu plus de 20 000 euros supérieur en 2018-2019 à ce qu'il était en 2017-2018. Cette vision très synthétique des budgets et du réalisé est expliquée dans une précédente vidéo de juin. Pour dire sur la partie de gauche, il y a l'activité des compétitions qu'on a budgété après l'avoir ajusté en fonction d'informations qu'on commençait à avoir notamment autour de la CCD, et de l'analyse des dépenses d'arbitrage. Donc on s'était rendu compte que le produit des engagements, donc tout ce que la fédération et la commission collectent pour gérer les championnats, en fait avait une approche déficitaire et un équilibre déficitaire avec 284 000 euros de charges pour 254 000 euros de produits, et qu'on voyait que la CCD, elle, était prévue à 91 500 euros, et donc que les ressources hors gestion des compétitions étaient sur un budget ajusté en début de saison dernière de 63 700 euros.
Sur le réalisé, on voit qu'il y a plus de dépenses, donc plus de charges et plus de produits sur la partie compétition. Cette partie compétition est déficitaire, mais de 10 000 euros moindre que ce qui était prévu, puisqu'on finit avec un produit d'engagement négatif à 19 535 euros. La CCD, on l'avait bien analysé à 91 500 euros. Et donc, on a des ressources à 71 965 euros dans le réalisé 2019. Si on regarde l'usage de ces ressources, encore une fois, hors gestion des compétitions, on voit que donc on sort avec un non affecté à 32 000 euros. Alors ce non affecté de 32 000 euros, c'est ce qui fait le résultat. Il faut retirer à ça des comptes dans la compta de la fédération, principalement deux, un compte administratif et un compte de réunion. Voilà, donc ces deux comptes administratifs et réunion amènent quelques dépenses pour que ce non affecté devienne les 29 000 euros du résultat final. Mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'on avait prévu une dépense de 6 000 euros pour l'aide à l'engagement au championnat d'Europe dont on n'a pas eu besoin, puisque les participations se sont faites sans utiliser ce fonds. La communication, on avait prévu 8 100 euros, on dépense 5 600 euros. Sur l'événementiel, on avait prévu 12 000 euros, finalement on finit à 10 000 euros. On a dépensé le budget de développement de la pratique, qui était prévu à 13 150, qui finit à 13 273. Et enfin, sur la partie arbitrage, on avait budgété 18 500 euros pour finalement dépenser un peu moins de 11 000 euros. Alors sur la partie arbitrage, on a encore quelques soucis de comptabilité parce que certaines dépenses, notamment les primes d'indemnité, ont été enregistrées dans l'activité courante de la gestion des compétitions, donc hors ressources supplémentaires, alors que dans la fabrication de notre budget, on prévoyait les primes dans ce 18 500. Donc ça ne veut pas dire qu'on a moins dépensé pour l'arbitrage, ça veut dire que les enregistrements n'ont pas été faits comme attendu, et donc il y a un décalage entre les dépenses et la manière de les présenter, ce qui est toujours un peu notre problème et ce qu'on essaye de faire évoluer avec la fédération. Effectivement, la comptabilité aujourd'hui, elle permet pas forcément de représenter comme on voudrait les chiffres synthétisés. Alors si on regarde les dépenses et les recettes par championnat hors CCD, on se rend compte qu'effectivement les résultats sont négatifs pour l'élite, la N1 et la N2. Un déficit de 16 000 euros en élite, de 8 000 en N1, de 6 000 en N2. Et on voit que la CCD contribue toujours à l'équilibre financier des championnats. Un travail a été réalisé pour ajuster l'offre sportive. On commence par les U11, U13. Donc en 2018-2019, on voyait que les U15 étaient en championnat national, les U13 et les U11 en championnat régional. En 2019-2020, il a été décidé de passer le championnat U13 en national et de considérer le U11 comme le nouveau candidat aux tournois nationaux poussins. La base de la réflexion, c'est Carpentier 2019 et le constat que les demi-terrains pour les U13, ça commence à devenir petit. L'intérêt est moins important et on se rend compte que cette catégorie, elle mérite de jouer sur des terrains, des grands terrains, de faire évoluer les oppositions. Donc pour faire évoluer ces oppositions, on lance le championnat U13 en national cette saison, avec une phase nationale en demi et en finale seulement, donc un parti pris de quand même développer une phase régionale assez dense, et pour les championnats régionaux les plus denses, la possibilité de faire des finales régionales avant les phases finales. Si on regarde l'état d'engagement sur les jeunesses, U13, U15, U17, on constate que du coup en U13 on passe de 81 à 94 équipes engagées, ce qui montre quand même un effet positif de cette décision de passer le U13 en national. Le U15 est assez stable, de même que le U17 qui gagne 3 équipes. La manière dont les équipes se créent, c'est un point d'attention pour nous, c'est constater quand même une forte augmentation des ententes validées régionalement, d'une part, d'autre part, sur les ententes nationales, elles sont stables. On a eu 20 demandes en 2018-2019 pour 21 en 2019-2020. Les ententes régionales donc explosent et on a aussi une explosion, enfin augmente pardon, et on a une explosion
des demandes d'approbation des sélections d'athlètes, puisqu'on a eu 31 demandes en 2018-2019 et qu'on passe à 77 demandes traitées en 2019-2020. Alors pour les finales, là aussi il y a eu un travail d'ajustement. On a étalé les délais entre les différentes phases nationales, donc entre les quarts, les demi et les finales. On pouvait se retrouver qu'avec 15 jours pour préparer ses déplacements et sa logistique. Voilà, là maintenant, on est à minimum 3 semaines entre chaque phase. Et puis les finales, on est revenu à un format de finale sur 2 jours et demi. Changement opéré en U20, U22, on se rend compte qu'en 2018-2019, donc on avait un championnat U19 et un championnat U22 avec des surclassements seniors possibles à partir de la catégorie U19. On a fait le constat d'abord que le surclassement U19 bloquait les U18 en jeunesse une année supplémentaire et que la U22 fonctionnait pas. Vous pouvez regarder pour ça la vidéo liée à la Free League. Et donc en 2019-2020, on a voulu changer les choses. Pour ça, on a changé de surclassement senior qu'on a passé en U18. On a créé une catégorie U20 et on a proposé la Free League. Alors la catégorie U20, en termes de chiffres, on constate plusieurs choses. D'abord que par rapport au U22, vous aviez 18 équipes U22 en 2018-2019. Vous avez en 2019-2020 29 équipes U20 comparé aux 40 équipes en U19. L'intérêt quand même de cette formule U20, c'est que on se retrouve avec plus aucune zone sans équipe, puisqu'on regroupe les zones, avec une première phase où, par rapport à la U22, vous doublez le nombre de matchs pour la première phase, et pour la deuxième phase, on l'ouvre à minimum 6 équipes, la participation n'est pas obligatoire en N2, ce qui permet aux équipes de retourner jouer en région si les régions veulent proposer une offre sportive pour les U20 régionales en deuxième phase. Et donc, avec le surclassement en U18 et un accès en senior plus tôt, on se rend compte qu'il y a plus de matchs en U20, un accès plus tôt en senior. A priori, il y a plus d'outils pour que les jeunes se retrouvent dans leur pratique. Alors, la U22, quant à elle, malheureusement, c'est un projet qui n'a pas trouvé son public. On avait une intention qui était de doubler le nombre de matchs pour les U22 avec une offre novatrice. On voulait développer les événements de type open et puis l'occasion pour nous de tester certaines choses. Donc ça n'a pas marché, on a eu des joueurs qui nous ont approchés pour nous montrer leur envie, mais de là à constituer une équipe, ça s'est pas fait, on n'a pas eu de demande d'engagement de la part d'équipe. Et par ailleurs, les clubs ne se sont pas manifestés pour organiser. Alors peut-être que le projet est arrivé aussi trop tard et que l'on l'a mal expliqué. En tout cas, on va le repenser, on va en discuter avec les présidents de clubs quand on se rencontrera à Carpentier. Si on arrive chez les seniors Elite et N2, ça tourne. La N3 est enfin remplie. C'était un objectif depuis 4-5 ans. Donc c'est fait. On avait modifié la N4 en disant qu'il y aurait des finales nationales en N4 si la N3 était remplie. Et comme c'est chose faite, on va pouvoir activer la finale nationale en N4 et de proposer en parallèle le tournoi d'accession. Donc en N4, il y a bien 2 phases finales. Une phase pour déterminer un champion de France de la Nationale 4 et en parallèle pour les clubs qui souhaitent accéder à la N3, un tournoi d'accession. Loisir et régional, on a peu de visibilité sur l'activité, même si on pense que le développement est plutôt bon dans les régions. Et par ailleurs, les féminines, il y a 18 équipes engagées en championnat, c'est autant que que la saison précédente. Voilà pour la partie championnat. Une chose qu'on suit tous les ans, c'est la contribution des clubs au développement. Donc on va voir avec les slides qui suivent la manière dont le développement, en tout cas la vision qu'on souhaite suivre du développement évolue. Sur 2019, donc 2018-2019, on constate un effritement des ratios de développement avec, on était entre 75 et 76% de développement sur les 3 saisons précédentes. Là on est à 71%. On voit que le ratio jeunesse il continue d'augmenter. Il passe de 90, 93, 95, 96%. C'est une excellente chose. On voit que le ratio entraîneur, il oscille quand même sur une tendance assez stable autour de 70%. Et en tout cas, le ratio arbitrage, lui, s'écroule totalement. Et il est très inquiétant. On va reparler de l'arbitrage après. Si on regarde par championnat, pour Elite N1, N2 et N3, on voit que le ratio, le pourcentage de développement, il est en baisse dans tous les championnats, 82% en élite, 67% en N1, 59% en N2.
et 35% en N3, donc il y a une dégradation. Il faut, pour comprendre, faire une analyse par grand pôle de développement, ce qu'on fait dans la slide d'après. Donc là, sur cette slide, on constate, si on regarde en haut le graphique du développement jeunesse, qu'au fond, la partie jeunesse, elle est en constante augmentation. On est à 100% en élite, on atteint 96% en N1, on dégrade un peu à 84% en N2, pardon, mais quand même dans une tendance à la hausse, et en N3, on est à 71%. En bas à gauche, sur la partie entraîneur, on voit qu'il y a une stabilité. Alors on est effectivement sur une année où on finit à 80% en élite, mais on est sur des cas d'entraîneurs qui n'arrivent pas à fournir les pièces qui montrent que ils sont réellement en activité. Et ça ouvre un sujet pour moi qui est de savoir quels sont les critères pour être un entraîneur. Et il y a un sujet de fond qu'on va traiter en commission, à savoir un entraîneur peut-il rentrer dans les quotas dans les bonus de la CCD sans être un coach? Voilà, sachant qu'aujourd'hui, les éléments qui permettent de vérifier qu'une personne est entraîneur dans les critères de la CCD, c'est la présence sur les feuilles de match. On voit qu'il y a une tendance qui est légèrement à la baisse en N1 et une tendance qui est à la hausse en N2, même si on passe de 68 à 59%. La N3 étant 43% sur le ratio entraîneur. Sur le ratio entraîneur, on va aussi ouvrir un vrai sujet de fond avec la DTN. On en reparlera un peu plus tard dans la présentation. Et enfin, on voit que finalement, si ça se dégrade, c'est toujours autour de l'arbitrage. On avait annoncé dans une précédente vidéo qu'on allait complètement revoir la CCD et la politique autour de l'arbitrage. C'est vrai que là, on voit depuis 3 ans, il y a les critères sont plus adaptés du tout, et il faut repenser complètement tout l'arbitrage. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans les slides suivantes. Et donc, si on voit les critères de la CCD, on se rend compte que pour les critères du domaine sportif et du domaine technique, on ne change rien. En revanche, à la fin de la saison, pour les engagements de l'année prochaine, tout le domaine de l'arbitrage change. C'est-à-dire qu'à partir de l'année prochaine, on regarde les bonus qui seront regardés par arbitre en formation validée. Et quand on parle d'arbitre en formation validée, c'est uniquement les D1, les D2. Et pour les arbitres actifs, on ne regardera que les D1, les D2 et les D3. C'est-à-dire que le fait d'avoir des D4 dans son club n'est plus un critère de bonus dans la CCD. Ce qui permet aussi de retirer, il y avait une forme de tension sur les D4, puisque les clubs demandaient à des arbitres d'être licenciés dans leur club pour pouvoir répondre à un critère d'activité sur les D4. Donc là, on demande vraiment au club d'amener l'arbitre à ses premières formations D1, D2 et d'avoir des arbitres actifs en nombre sur les premiers degrés d'arbitrage D1, D2, D3. Et puisqu'on demande que le club prenne en charge la partie découverte, on met en place une session de découverte et cette mise en place devient un critère de bonus de la CCD. Tous ces éléments de CCD nous amènent à parler de l'arbitrage. Donc, comme vous le savez, Johan Labreux a pris en charge les pôles d'excellence et de développement de l'arbitrage, avec une activité assez remplie autour de la gestion des désistements et des désignations, avec Hugo Rebuffet, autour de la réorganisation du fonctionnement de l'arbitrage, la création d'un pôle de superviseurs, la refonte des dispositifs de formation, la reprise de la relation avec les référents des ligues, et autour de la communication. Donc, on va quand même revenir sur des conclusions qu'on avait eues dans une précédente vidéo de juin 2019, à savoir qu'on faisait le constat que pour tout le système de l'arbitrage, en fait, la désignation, c'est le pivot. C'est-à-dire que c'est au moment où on fait la désignation que les sujets financiers liés au déplacement des arbitres s'ouvrent et se résolvent, que le nombre d'arbitres disponibles est un élément clé, puisque plus on a d'arbitres, plus c'est facile de désigner et de désigner tôt. Donc on a un enjeu, il faut amener les arbitres à la pratique pour réduire les déplacements et obtenir les disponibilités plus tôt pour nous permettre de mieux anticiper les déplacements. Comme je vous l'ai évoqué dans les précédentes slides, on a été amené à repenser la CCD, promouvoir les bonnes pratiques de déplacement en revoyant les procédures financières et puis équilibrer financièrement les championnats. Tout ça a été fait, et donc sur la partie arbitrage, on peut voir que sur le degré 1, le degré 2, il y a un ajout de pratiques sur piste. Il a été ajouté aussi un module de gestion des incivilités et de gestion de stress, et il a été retiré des cas particuliers.
On voit qu'en 2018-2019, il y a eu 14 formations de fait, qu'en 2019-2020, entre septembre et début décembre, il y a déjà 14 formations effectuées, et il y en a 5 de programmées. Ensuite, le degré 3, tout le modèle a été revu. On n'est plus sur un examen, mais plus dans une approche de coaching pour permettre à des D2 qui seraient identifiés de passer vers le D3 en bénéficiant d'un accompagnement. Alors comment ça se passe? Il y a une identification des profils qui se fait via la supervision et via les connaissances du réseau. Si avec la supervision, il y a le constat d'une capacité, alors l'arbitre est proposé à un examen théorique. Si l'examen théorique est validé, alors on va faire une supervision pour valider la progression technique et une validation des acquis dans l'examen théorique, toujours via la supervision. Et ça amène vers le D3. C'est-à-dire que le D3, il est obtenu dans un accompagnement à la fois théorique et autour de la supervision. Donc on évolue vers plus de coaching. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a 9 arbitres qui sont dans ce système recensé, 4 profils qui sont en cours d'examen théorique déjà, et que les premiers D3 obtenus le seront en décembre. D'autres formations sont mises en place, une formation d'initiation à la table de marque en ligne qui sera disponible dès décembre. Il y a une formation expert de table de marque qui sera disponible et proposée au club à partir de janvier. Il y a déjà 6 personnes identifiées et volontaires pour proposer ces formations dans les clubs. Enfin, il y a un module d'incitation à l'arbitrage. Donc ce module est finalisé et permettra à des personnes, et notamment 23 arbitres qui souhaitent proposer ces modules dans les clubs. Donc rapprochez-vous du Johan Labreux pour mettre en place ce module d'incitation à l'arbitrage dans vos clubs. Le module est prêt, les arbitres vont commencer à être formés et on va pouvoir démarrer cette session d'incitation. Côté superviseur, donc c'est un examen qui est fait à la carte en fonction de la géolocalisation, c'est-à-dire du lieu d'habitation de l'arbitre. Il y a eu 13 candidats à la supervision déclarés, 13 personnes qui se sont déclarées. 4 sont allés au bout du parcours d'examen. Et il y a d'autres superviseurs qui sont en cours de validation. Pour le nombre de supervisions, entre mars et juin 2019, il y a eu 79 supervisions de fait pour 51 arbitres. Et de septembre à novembre, 26 supervisions pour 23 arbitres différents. Donc là, comme vous le voyez, il y a une intensification du nombre de supervisions avec des outils qui ont été revus. Et l'approche à terme, c'est quand même d'être dans une logique d'accompagnement et de coaching. Pour ce qui est des désignations, un outil est en ligne qui permet aux arbitres de donner leur disponibilité de manière automatique. Les publications des désignations, elles, se font de 4 à 7 semaines en avance, sauf pour la Coupe de France. La problématique des désignations, elle est liée au désistement. On constate 52 désistements depuis le début de la saison. Alors 9 pour blessure, 12 sur des erreurs de disponibilité et 31 désistements qui n'ont pas de raison malgré la disponibilité de données. Dans les 31, 13 désistements sont sans raison entre 72 et 24 heures. Et 3 remplacements ont été réalisés en moins de 24 heures, dont 2 10 heures avant le match. C'est vrai que la vraie problématique des désignations, c'est les désistements. C'est un problème à gérer. Trouver un arbitre au dernier moment, c'est un vrai travail. Ça prend des heures, sans forcément de résultats. Et la problématique aussi, c'est que souvent on trouve des arbitres, mais avec des coûts kilométriques très élevés. L'axe de travail de Johan, c'est de mettre en place un système d'arbitres d'astreinte, des arbitres qui seraient désignés pour arbitrer les week-ends sans localisation, mais ce seraient des arbitres disponibles pour, au dernier moment, pouvoir se rendre à n'importe quel endroit. Le système est en train d'être mis en place et devrait être déployé à partir de décembre pour régler les problèmes des désistements qui aujourd'hui sont énormément chronophages. On va noter quand même que les arbitres ont une ligne téléphonique qui leur permet d'appeler les week-ends. Elle est disponible depuis mai 2019
On avait constaté l'année dernière une explosion des coûts de déplacement des arbitres. Comme vous voyez sur le graphique, en fait, sur les saisons passées, on était de 153 000 euros on passait de 153 000 à 192 000 euros de déplacement sur deux postes, un poste de déplacement et un poste de location de voiture. En 2018-2019, le coût passe de 192 000 euros à 185 000 euros. Donc l'année dernière, c'est vrai qu'on a passé du temps sur la gestion de l'arbitrage, repenser le système, comme vous l'avez vu, l'arrivée de Johan, le fait de pouvoir discuter avec des groupes d'arbitres. On a géré une grève, mais au fond, tout cela a été fait en arrêtant aussi de dégrader les dépenses de déplacement, qu'on espère à terme revenir à des niveaux moins importants que les 3 dernières années. On a quand même été obligé de faire une chose, c'est d'augmenter le coût de participation des clubs aux frais de déplacement des arbitres. Voilà, ce coût est passé de 3 000 à 3 500 euros en élite, de 2 250 à 2 750 euros en N1 et de 1 500 à 2 200 euros en N2. À gauche, vous voyez l'état de comparatif entre les produits et les charges pour 2017-2018 et 2018-2019, où vous constatez en élite entre 7 et 9 000 euros de déficit sur le poste de déplacement, en N1 entre 10 et 12 000 de dépassement et en N2 de 19 à 22 000 euros de dépassement. Donc à droite, le graphique vous présente la situation d'équilibre atteinte avec cette évolution des tarifs. Ce qui permet sur les postes de déplacement d'arbitrage de revenir à un équilibre et donc de permettre aussi d'équilibrer toute l'activité de gestion des championnats. Il y a un sujet aussi qui était en réflexion en 2019, c'était Carpentier. Dans la vidéo de l'année dernière, on disait Carpentier, est-ce que c'est un événement ou est-ce que c'est du développement? On se posait la question de repositionner cet événement. En 2019, donc on voit bien en intégrant les recettes aux charges que les vêtements coûtent toujours. Il est déficitaire à hauteur de 8 810 euros. Et on voit que sur les 5 dernières années, c'est quand même l'année dernière qu'on réalise les meilleurs résultats. Donc ça, c'est vraiment lié à un travail de repositionnement. On a une meilleure maîtrise des charges de Carpentier, de la Coupe de France, avec une augmentation des recettes de billetterie. On a des meilleures recettes aussi sur le tournoi national Poussin. On a un meilleur accompagnement du tournoi national Poussin, donc on a aussi, je pense, une meilleure offre avec une meilleure satisfaction des participants. Et puis le produit événementiel, lui, a été nettement amélioré avec l'arrivée de lumière, une production vidéo de qualité pour avoir des ralentis pendant les matchs. Et c'est vrai qu'avec les lumières, on peut aussi proposer une roller party le samedi soir. Donc on va continuer dans ce sens en 2020. Le budget pour 2019-2020, il est légèrement excédentaire à 4 150 euros. C'est surtout un budget qui représente 381 500 euros de recettes pour 377 500 euros de charges. C'est un budget qui, le volume financier ne cesse de croître au niveau de ce budget de la commission roller hockey. Si on regarde l'analyse des ressources disponibles, on voit qu'en 2019-2020, la partie compétition est excédentaire, donc les produits et les charges sont équilibrés sur la partie compétition à 281 940 euros. Il y a un produit d'engagement qui est généré, qui représente 20 100 euros, qui vient s'additionner aux produits réalisés sur la CCD de 79 450 euros, pour un montant global disponible de 99 550 euros. Avec ces ressources, on a prévu de financer des projets autour de l'arbitrage pour 41 900 euros, autour du développement de la pratique pour 25 500 euros, autour du marketing événementiel pour 6 000 euros, autour de la communication pour 10 000 euros, autour de l'aide à l'engagement des équipes de France en championnat européen pour 12 000 euros, avec effectivement le non affecté de 4 150. Pour finir, sur la partie budgétaire,
Cette slide provient de la vidéo diffusée en juin. Elle présente la stratégie budgétaire pour les années à venir. En fait, les dépenses de déplacement des arbitres donc, sont prises en charge par le montant de participation au déplacement collecté à l'engagement. Ça permet effectivement de dégager un produit d'engagement et ça permet aussi de limiter la pression sur la CCD. En 2019-2020, on voit qu'on a un rapport 80-20. 80% des ressources disponibles proviennent de la CCD pour 20% des produits de l'engagement. L'idée pour 2020-2021, c'est de changer ce rapport et d'arriver à avoir des produits d'engagement, un rapport produit d'engagement produit CCD plus favorable aux produits d'engagement. Donc d'avoir 55% des ressources qui proviennent de l'engagement pour 45% provenant de la CCD. L'idée étant vraiment de baisser la pression financière sur les clubs autour de la CCD pour revenir à un financement plus pérenne et stable autour des produits d'engagement. Si on regarde en termes d'agenda et de calendrier, on sait que sur l'arbitrage, on va donc travailler sur la modélisation du nouveau mode de remboursement des déplacements des arbitres et sur le règlement de l'arbitrage roller hockey en relation avec l'arbitrage de la fédération. On va traiter entre mars et juin la refonte des engagements, l'ajustement de la CCD et traiter des sujets de comptabilité et de budget. On va démarrer dès maintenant et ça va nous emmener jusqu'à sur l'année en 2 temps. Le premier temps, c'est traiter du devenir des offres open. On parle de la Free League, parler de la refonte de l'offre pour les vétérans, tout ça dans un échange avec les présidents de club. Après mai, on souhaiterait ouvrir un sujet de roller hockey, un sport pour tous, parler de my roller hockey, c'est-à-dire de traiter de nouvelles offres sportives qui pourraient intégrer les dispositifs de communication de la fédération qui aujourd'hui sont reconnus et permettraient d'améliorer la reconnaissance de notre sport. On va préparer Carpentier, donc on a démarré en octobre et ça va nous emmener jusqu'à mi-mars, l'événement étant du 14 au 15 mars. On va traiter les joueurs formés localement, ouvrir le sujet, le traiter avec les présidents de club, savoir s'il y a des besoins de modifier des choses à ce niveau-là. On va aussi, à partir de juin, ouvrir le sujet du sport de haut niveau dans les 10 prochaines années. Donc ouvrir un dialogue avec la DTN, essayer de comprendre si on a besoin au niveau de notre activité sportive de modifier des choses pour améliorer la pratique de haut niveau dans les 10 prochaines années. Et ça va aussi découler sur un sujet qu'on va ouvrir à la rentrée prochaine, celui de la normalisation de la formation du joueur et ouvrir un sujet avec la DTN de dispositifs qui permettraient à des entraîneurs d'avoir un cadre et un format pour appliquer des entraînements qui soient plus homogènes sur le territoire et qui permettent pour une tranche d'âge définie de déterminer des acquis qui soient donc les mêmes par génération. Comme ça, la DTN, quand elle fait des détections, elle peut compter. À terme, l'idée, c'est que la DTN puisse compter en fonction des catégories d'âge, d'acquis obtenus par tranche d'âge, qui soit plus homogène sur le territoire pour avoir un vivier de joueurs disponible pour la détection qui soit plus important et plus qualifié. Et bien entendu, on ne s'interdit pas d'ouvrir d'autres grands sujets en cours de saison en fonction des besoins et en fonction de notre capacité à les prendre en charge et à nous adapter aux demandes. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous à Carpentier 2020, 14-15 mars, avec un événement 2020 qu'on espère encore meilleur que 2019. On aimerait faire évoluer le TNP. On a un point buvette qui était notre point faible en 2019. Il y a la disco roller qu'on va aussi booster. Et puis on aura effectivement du spectacle.
sur la partie roller hockey, puisque Carpentier, c'est un des meilleurs événements au monde pour présenter la qualité de notre sport dans un cadre événementiel euh, qui, qui aujourd'hui se voit pas ailleurs. Donc on vous donne rendez-vous à Carpentier et pensez au pack de Noël qui sort sous peu et qui sera actif pendant toutes les périodes de Noël, qui est une excellente idée de cadeau. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à revenir vers les grands électeurs si vous avez des questions ou des remarques. Et je vous dis à très bientôt sur les terrains. Au revoir.